C'est vrai que je me suis impliqué dans le passage à l'euro. Je rappelle que les pères fondateurs de l'Europe ont eu l'ambition, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de créer les institutions assurant durablement la paix sur le continent européen. Et dans un premier mouvement, ils ont essayé de construire une Europe politique qui s'est d'emblée heurtée au nationalisme, et il a fallu emprunter le chemin pragmatique de l'économie. D'abord un marché commun qu'on a élargi, approfondi, qui est devenu un marché unique. Mais très vite, on a constaté que lorsqu'il y a autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, l'instabilité monétaire apparaît, les dévaluations compétitives qui en résultent ruinent la croissance et détruisent l'emploi. Vous vous souvenez des dévaluations compétitives de la fin des années 80, du début des années 90. Et l'arme absolue, l'antidote de l'instabilité, c'est la monnaie unique. Ambition confirmée par le traité de Maastricht. Mais faire naître une monnaie sans État, une monnaie orpheline d'État, est un défi sans précédent. Et c'est peu dire qu'il n'y avait pas non plus de gouvernance de ce qui allait devenir la zone euro. On a dû imaginer un règlement de copropriété de l'euro, qui était un ensemble de disciplines budgétaires qu'on a appelé le pacte de stabilité. On y a ajouté le joli mot de croissance, mais à la vérité, il n'y avait aucun élément de nature à stimuler la croissance, sauf à dire que l'équilibre des finances publiques est un facteur de compétitivité et de croissance. Idée que je partage à la vérité. Quand on entre dans la zone euro, on perd la faculté de l'ajustement monétaire. On ne peut pas dire que les performances économiques et la gestion publique britannique aient été beaucoup plus sérieuses, en tout cas beaucoup plus satisfaisantes que la gestion française. La France est dégradée, pas la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne garde cette capacité d'ajustement monétaire. Il y a donc une vraie nature de responsabilité, un niveau de responsabilité zone euro qui n'a rien de commun avec l'ensemble des 27. Et donc il faut imaginer une gouvernance spécifique. Et c'est la thèse que je défends et que je voudrais voir en débat dans l'élection présidentielle. Il reste quelques jours. D'abord, quand on a mis le pied dans la zone euro, on a accepté un partage de souveraineté. Et on a pris un billet d'aller sans retour vers un partage de souveraineté. Et donc d'intégration politique. Car si on ne prend pas la mesure des responsabilités qui incombent dès lors qu'on est en partage de souveraineté, on s'expose, à mon avis, aux pires difficultés. Et parler de croissance dans quelques pays, que ce soit à l'intérieur de la zone euro, sans changer la gouvernance, c'est raconter des histoires. Et c'est moquer les électeurs. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nous avons des instruments pour fonctionner d'une manière plus opérante et plus efficace. Je crois qu'il faut, au plan institutionnel, rendre un peu plus lisible la construction européenne. Vu de New York, vu de Tokyo, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et même les agences de notation qui ont enfin fait l'effort d'essayer de comprendre sont très perplexes. Et même pour nos propres concitoyens. C'est pour ça que je suggère que la même personnalité puisse être à la fois le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne et le président du sommet des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro. La même personne, pour que l'Europe puisse avoir un visage. J'étais récemment à une conférence interparlementaire à Bruxelles, à l'invitation de nos collègues parlementaires européens. Sont venus à la tribune successivement M. Van Rompuy, président du Conseil, et M. Barroso, président de la Commission. Ils ont dit exactement la même chose. Et donc je crois qu'on pourra faire l'économie de ce dédoublement pour mieux identifier l'autorité en Europe. Est-ce qu'il faut aussi un ministre des Finances européen ? Il faut un ministre de l'économie et des finances européen à temps plein
pour éviter les conflits éventuels d'intérêts, et qu'il ait la disponibilité, qu'il soit l'interlocuteur du président de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est les 17, ce n'est pas les 27. Et qu'il puisse y avoir un début de policy mix en matière économique. Qu'il y ait un vrai service du Trésor européen, un secrétariat général du Trésor européen. On a bien créé un service des relations extérieures. Madame Ashton en assure la présidence. J'attends de connaître la clarté de la feuille de route de Madame Ashton, c'est-à-dire la politique extérieure de l'Europe. Elle a 2500 collaborateurs. La zone euro, le Conseil de l'euro aujourd'hui, qui est un conseil informel, présidé par M. Juncker, il s'appuie, M. Juncker, sur son directeur du Trésor du Grand-Duché du Luxembourg. Il faudrait récupérer une partie des services ECFIN de la Commission et admettre que les meilleurs de nos hauts fonctionnaires nationaux puissent se retrouver à Bruxelles pour constituer ce Trésor européen, coordonner les émissions de titres entre les différents États. Et à partir de ce moment-là, peut-être commencer à imaginer qu'il puisse y avoir des eurobonds. Mais imaginer des eurobonds alors même qu'il n'y a pas de gouvernance de la zone euro, ça n'a pas de sens, à mon avis. Donc voilà ce que je suggère. Mais encore faut-il une légitimité démocratique. Parce que lorsqu'un État est en difficulté, lorsqu'il faut lui venir en aide, ce n'est pas le budget européen qui contribue, ce sont les budgets nationaux. Et M. Van Rompuy a raison de dire que désormais, les parlements nationaux sont devenus des institutions de la zone euro. Et je suggère que l'on crée une commission parlementaire de surveillance de la zone euro, constituée par quelques parlementaires nationaux qui siégeraient dans cette commission, pas pour se retrouver une fois par trimestre, 2 ou 3 jours, pour des échanges qui, à mon avis, ne servent à pas grand-chose, mais s'investir totalement dans la surveillance de la gouvernance de la zone euro, commencer à faire vivre un début d'opinion publique européenne et alerter les parlements nationaux lorsque tel État se trouve en difficulté. Les sanctions doivent être politiques, à mon avis. La première, c'est de rendre publique la situation, pour que chacun ait conscience de la réalité des choses. La deuxième sanction, c'est de restreindre les fonds structurels. Si un État n'assume pas ses responsabilités, eh bien on réduit les subventions auxquelles il pourrait prétendre. La Grèce recevait 3% de PIB de fonds structurels tous les ans. Mais en plus, la Grèce, comme l'Espagne et d'autres pays, on leur disait, voilà, on vous verse une dotation de fonds structurels, vous aurez 10 millions. Mais vous devez vous-même participer à hauteur de 10 millions. C'est comme ça que les pays se sont surendettés. Ils ne voulaient pas laisser un seul centime de subvention potentielle. Et donc ils empruntaient pour pouvoir avoir une contribution locale.